à tous et à toutes et bienvenue dans notre grande édition du journal 19h30. À suivre dans ce journal, l'UDPS se mobilise sous la direction d'Augustin Kabouya pour une réforme constitutionnelle. Patrick Mouyaya affirme que cette question n'est pas à l'ordre du jour du côté gouvernement. Ce vendredi, d'anciens agents de la Commission nationale indépendante ont organisé un sit-in devant le siège de l'institution pour réclamer le paiement des 22 mois d'arriérés des salaires et d'indemnités de sortie. En international, au Sénégal, le chantier du port en eau profonde d'Indayane, qui n'avait jusqu'ici réalisé que des travaux préliminaires, a enfin eu le lancement des ouvrages principaux. Le projet étant budgétisé à près de 1,2 milliard de dollars américains est prévu pour s'achever en 2026 en 2 phases. Mesdames, Messieurs, bonsoir et encore une fois, bienvenue à cette grande édition du journal sur Géopolis, votre télévision. Pour commenter l'actualité, nous recevons sur ces plateaux Monsieur Corneille Moulumba, qui est cofondateur et pionnier de l'UDPS, à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Je vous reviens tout de suite, mais en attendant, commençons par cette nouvelle. C'est désormais officiel, l'UDPS se positionne pour une réforme de la Constitution. Augustin Kabouya, président intérimaire de ces partis, a publié une note circulaire dans laquelle il atteste que la réforme de la loi fondamentale est un testament d'Étienne Tshisekedi que l'UDPS doit d'exécuter. Cependant, au gouvernement, cette réforme n'est pas à l'ordre du jour, a déclaré pour sa part le ministre Patrick Mouyaya. Patrick Ilunga nous en dit plus. Il nous faut une constitution digne du Congo, disait le président Félix Tshisekedi il y a quelques semaines. L'UDPS en remet une couche. La constitution qui nous régit jusqu'à ce jour a démontré ses limites dans l'exercice du pouvoir public, selon Augustin Kabouya. Ce haut cadre du parti présidentiel estime que la loi fondamentale doit évoluer pour s'adapter correctement à la gestion politique et au progrès de la société congolaise. L'UDPS le dit haut et fort, la réforme constitutionnelle est un testament d'Étienne Tshisekedi et l'UDPS doit l'exécuter. Au gouvernement, c'est un autre son de cloche qui se fait entendre. La réforme constitutionnelle n'est pas à l'ordre du jour au niveau du gouvernement parce que ce qui est à l'ordre du jour pour nous prioritairement, c'est les 6 engagements du président de la République. Et de ces points de vue, nous avons fait beaucoup de progrès. Notamment, vous avez suivi récemment que le prix du carburant avait sensiblement baissé. Le prix des denrées des nécessités devrait baisser dans le jour qui vient, en tout cas dès que les principaux importateurs auraient fini leur stock. C'est à cela que nous nous attelons. Voilà qui augure d'un avenir particulièrement chahuté dans le paysage politique et social du pays. Alors, pour en parler, comme je le disais tout à l'heure, je reçois M. Corneille Moulumba, qui est cofondateur et pionnier de l'UDPS. M. Corneille Moulumba, la question qui se pose actuellement, est-ce le moment, c'est prêt pour une révision de la Constitution? Écoutez, vous avez commencé par présenter M. Kabouya comme président AI de l'UDPS. Il faut préciser 2 choses. Qu'il s'agit d'abord de ce qu'on appelle UDPS Tshisekedi, que l'artiste chanteur Jean Gobal a appelé UDPS Ndombolo, qui n'a rien à voir en termes de valeur avec l'UDPS, avec le combat que nous avons mené. Ça n'engage que vous, sinon le parti est reconnu comme tel. Et, je vous défie d'aller vérifier dans le registre de la... allons plutôt tout droit à la question. de l'Intérieur, il n'y a aucun nulle part UDPS avec un numéro d'agrément. Ça, c'est oui, allons plutôt au fond de la question. Bon. La question, c'est le débat autour de la révision constitutionnelle qui vient de mettre sur la place publique l'UDPS Tshisekedi. Ok. Je pense qu'il n'y a aucune opportunité en ce moment, compte tenu des priorités que nous avons, à savoir la récupération des territoires occupés à l'est du pays, la pacification de l'est du pays, les mesures de réforme économique qui peuvent améliorer les conditions de vie des Congolais. C'est là qu'est les priorités. Pour pacifier l'est du pays,
On n'a pas besoin de changer la Constitution. Mais l'UDPS évoque d'autres arguments. Par exemple, voilà, à cause de la Constitution, le président Tshisekedi a eu du mal à mettre son gouvernement. La Constitution comporte de nombreuses failles. Et c'est une Constitution qui a été rédigée par des belligérants. Non, il y a une anomalie. Étienne Tshisekedi, de son vivant, avait promis qu'il allait, une fois au pouvoir, son parti allait réviser la Constitution. Et donc, pour eux, voilà autant de raisons, et bien d'autres que je ne peux pas citer ici. Non, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. D'abord parce que nous avons un héros national qui s'appelle Patrice Emery Lumumba. Il a exercé le pouvoir pendant 4 mois, même pas. 4 mois. Nous en parlons jusqu'aujourd'hui. Nous avons été au pouvoir pendant 3 ans. Et tout le monde répète aujourd'hui ne jamais trahir le Congo. Ce n'est pas le nombre d'années, c'est ce que vous faites. Donc, d'abord, pour faire le gouvernement, cette majorité a 95% au Parlement. Alors, où se pose le problème pour la formation du gouvernement? Il y a une anomalie là. Quand vous avez une telle majorité, ça doit être très facile de former le gouvernement. C'est une part. D'autre part, il n'y a absolument aucun élément. Venez dire que voilà, cette constitution a été rédigée par le belligérant. Ok, c'est vrai, tout à fait. Je suis de ceux qui pensent que nous devons changer cette constitution. Il y a un problème d'opportunité. Il y a un problème du moment. En ce moment ici, les priorités sont ailleurs. Ça sera quand le moment où il faudrait parler de la révision de la Constitution? Je pense que, j'en parle dans mon livre, je pense que tout au plus aujourd'hui, le gouvernement peut mettre sur pied une commission constitutionnelle avec des experts, une commission d'experts, qui vont travailler et réfléchir sur la Constitution. Ce travail terminé doit pouvoir être envoyé dans nos provinces pour qu'il y ait des commissions constitutionnelles provinciales qui travaillent aussi, qui puissent les adopter. Ce n'est qu'après cela que, peut-être le mandat suivant, qu'on peut alors soumettre ça au débat parlementaire, mais pas maintenant. Donc si je vous comprends bien, vous êtes pour la révision de la Constitution, oui, mais pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Merci, je vais revenir à vous pour évoquer un autre sujet d'actualité. Je vous en prie. Continuons d'abord avec ces journaux. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité a présidé ce jeudi 10 octobre une réunion d'évaluation de la situation sécuritaire dans les provinces du Koulou et du Nord Ubangi, ce en vue de la tenue des élections législatives annulées en raison de fraude électorale. Je vous prie de le suivre au micro de Jojo Mulamba. Nous étions dans une réunion que nous appelons comité de pilotage des opérations, et ça c'est au niveau national ici, et dont les VPM de l'intérieur et les coordonnateurs, et nous avions voulu évaluer la situation sécuritaire dans 2 provinces qui sont concernées par la reprise des élections. Et il s'agit de la province du Kwilu et de la province de Nord Ubangi. Et tous les services concernés, nous nous sommes réunis pour voir si la situation actuelle permet réellement que les élections aient lieu à ces dates conformément à notre calendrier. Les élections auront lieu le 15 décembre et la réunion a permis que nous soyons rassurés, nous CENI, que la situation sécuritaire dans les 2 territoires concernés, les territoires de Masimba-Nimba ainsi que les territoires de Yakoma, la situation sécuritaire est calme et que nous pouvons tenir les élections au 15 décembre. Non, c'est la province de Kwilu et la province de Nord Ubangi. Oui. Parce que Yakoma, c'est au Nord Ubangi et Masimba-Nimba, c'est dans la province du Kwilu. Bon, nous ne pouvons que compter sur ce que les autorités compétentes à la matière nous disent, parce que c'est le ministère de l'Intérieur, la police et l'armée et les services de sécurité, entre autres l'ANER, la DEMIAP et autres, et ils nous ont rassuré que la situation dans ces 2 territoires est calme et dont nous ne pouvons que les croire parce que c'est eux qui dirigent la sécurité de la nation.
Vous venez plutôt de suivre là Toto Mabika, secrétaire exécutif national de la CENI, qui a été reçu en audience par le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Et puisque nous parlons élection, restons sur ce chapitre pour vous informer que les anciens agents de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, ont tenu un sit-in devant le siège de l'institution à Gombe pour exiger le paiement de 22 mois d'arriérés des salaires et d'indemnités des sorties. Plus de détails avec Francine Moukeba et Enika Bamba. Il est devenu courant de voir les anciens agents et cadres de la CENI manifester sur le boulevard du 30 juin devant les sièges de cette institution en plein centre-ville de Kinshasa pour réclamer des mois d'impayés concernant leurs arriérés de salaires et d'indemnités de sortie. Ce vendredi 11 octobre, certains d'entre eux étaient de nouveau en sitting devant la CENI. Les manifestants accusent le bureau Kadima, actuellement en charge de la CENI, de bloquer ces paiements, affirmant que le gouvernement avait déjà donné son accord pour leur règlement. Une habitude, chaque vendredi, nous venons ici, nous les anciens membres des cabinets qui avons travaillé à la CENI et avons concouru à la réalisation de l'alternance pacifique. Et malheureusement, on n'a pas été payé. On nous doit 22 mois de salaire et des indemnités de sortie. Alors, nous venons chaque vendredi ici pour venir réclamer pacifiquement notre dû qui aurait dû nous être versé depuis longtemps. Nous avons écrit à la CENI plusieurs correspondances. La CENI n'a jamais daigné répondre à ces correspondances. Mais seulement nous avons suivi au cours, en lisant une correspondance qui ne nous était pas adressée. On va apprendre que le président de la CENI a écrit que l'argent que nous réclamons, il le reconnaît, mais il s'est fait que l'État ne lui a jamais donné cet argent. Ce qui nous étonne, c'est que la CENI, pour le cycle électoral passé, a reçu quand même tout ce qu'il a demandé avec un dépassement de 67%. Et que donc dire qu'on ne lui a jamais donné notre dû, c'est totalement faux. On ne peut pas en plus lui donner l'argent et lui dire que ça, il faut payer X ou Y. C'est lui-même qui apprécie qu'il doit payer. C'est en cela que nous estimons qu'il y a mauvaise foi dans le chef de la CENI. Déterminés à se faire entendre, ils promettent de poursuivre leurs actions pour rappeler à tous que la dignité des travailleurs ne doit jamais être compromise. Dans un autre registre, les députés nationaux membres du caucus de la Tchopo ont rencontré ce jeudi le ministre d'État des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guissaro. Cette rencontre avait pour objectif d'étudier les différents projets routiers de la province, notamment les travaux sur la route nationale numéro 4 entre Kisangani et Beni. Rachel Misenga nous en dit plus. L'objectif des discussions entre le ministre d'État Alexis Guissaro et les députés de la province de la Tchopo était de faire le point sur l'avancement des travaux de construction de la route nationale numéro 4, particulièrement sur son tronçon Kisangani-Beni. Ces échanges ont également abordé les projets de réhabilitation de la route nationale numéro 7 ainsi que d'autres routes d'intérêt provincial. Et il nous a expliqué que la première phase va concerner la partie allant de Kisangani jusqu'au point kilométrique 250 qui fait pratiquement la limite avec la province de l'Ituri dans le territoire de Mambasa. Et puis par la suite, il y aura la construction de la deuxième base vie au-delà de 100 km de Kisangani, le temps que les engins qui sont en train, n'est-ce pas, d'arriver, les travaux vont effectivement commencer. Les députés de cette région ont appelé la population à faire preuve de patience et ont reçu des explications détaillées sur le projet routier de la nationale numéro 4. Ils ont également promis un suivi rigoureux de l'évolution de ces chantiers. Le gouvernement est déterminé à pouvoir implémenter ce qu'il a commencé et nous, en tant que leurs représentants, nous allons assurer le suivi.
En février dernier, le ministre d'État des Infrastructures et Transports, Alexis Guissaro, avait lancé les travaux de modernisation et de réhabilitation de cette route qui relie Kisangani en passant par Bafouamitinda et Komanda dans le Haut-Wélé et Ituri, jusqu'à Beni dans la province du Nord Kivu. Puisqu'on en parle déjà, sachez que le lancement officiel de travaux de réhabilitation du tronçon commandant Mambasa à Vukubi de la route nationale numéro 4 a eu lieu le jeudi 10 octobre à Commandant, chef-lieu de la chefferie de Bassili. L'ONG, long plutôt de 298 km, ce projet a reçu un accueil positif de la part des notabilités locales, de la société civile et des opérateurs économiques qui ont salué l'implication de l'administration militaire. Reportage de nos confrères de la presse militaire de l'Ituri. Ces travaux qui sont financés par les gouvernements de la République démocratique du Congo à travers les fonds NER seront exécutés par l'entreprise Good News Africa qui a gagné la confiance de l'administration militaire. Pour l'administrateur du territoire d'Irumu qui a lancé officiellement les travaux au nom du commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri, cette réhabilitation va réduire les délais d'intervention et contribuer à l'économie du territoire d'Irumu et Mambasa. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province de l'Ituri que nous représentons, moi et mon collègue de Mambasa, lançons officiellement les débuts des travaux de réhabilitation du tronçon routier Komanda à Bakubi sur la RN 4. Kitwanga Liboki Martin, ingénieur de cette entreprise, est revenu sur les travaux qui seront exécutés. Les travaux à réaliser consistent à faire tout d'abord la réouverture de l'emprise, la suppression des bourbiers et des ravines, et ensuite les reprofilages, y compris les rechargements avec les matériaux de la route en terre partie, et cela par la méthode mécanisée. De leur côté, les forces vives des deux territoires, dont Mambasa et Irumu, ont remercié le gouverneur militaire pour les choix portés à l'entreprise Good News Africa et ont recommandé en même temps au lieutenant-général Luboyonka Chamadjoni la réhabilitation du tronçon Komanda Luna. Nous avons d'autres routes qui méritent la réhabilitation, surtout avec la province voisine. C'est la route Komanda Luna. Cette route relie également la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri. Elle nécessite également une réhabilitation. C'est vraiment notre doléance. Notons que plusieurs habitants du territoire d'Irumu et Mambasa ont pris part aux cérémonies relatives au lancement des travaux de cet axe très capital. De l'Ituri, rentrons à Kinshasa, encore une fois pour parler des sujets liés aux routes, cette fois-là pour évoquer plus précisément le coût du transport en commun. Vous le savez, depuis près de 2 semaines, Kinshasa a enregistré une baisse de 13% du prix du carburant à la pompe. Cependant, le prix de course reste inchangé. Les recettes ont augmenté du côté des conducteurs de moto, communément appelés Wewa, mais ces derniers évoquent d'autres préalables pour la révision à la baisse du prix de la course. Le détail avec Rachel Misenga et Giscard Tamba. Leur secteur souffre d'une réglementation étatique, notamment en ce qui concerne la tarification de trajet. Chaque conducteur de moto-taxi, communément appelé Wewa, fixe les prix à sa guise ou par les billets d'entente tacite entre eux. Cependant, comme pour le chauffeur de taxi, le prix du carburant à la pompe influence leur tarification. Logiquement, avec une baisse du prix du carburant de 13%, les communs de mortels s'attendaient à une réduction de prix de course en moto. Pourtant, près de 2 semaines après cette révision, rien n'a changé. Selon les motocyclistes, les prix de la course ne peuvent pas être affectés par cette baisse tant que l'instabilité du dollar menace l'économie et que le pièce de rechange pour leur moto conserve le même prix qu'auparavant. Le prix de transport est forcément lié à la carburant. Dans la conjoncture, il y a social. Et dans la carburant,
ba pièce à moto pe et ça lui peut triple na wings. Vous comprenez madame? Et ça quand les gamba carburante donc au kende na poso ma pièce de rechange à moto au kucha ngo ça lui fois 3. Au kozwa pe mbongo wana osomba ngo kaka carburante mbongo okosala na musala wana fo oke na ngo pe na ndaku bana balia bakepe na classe y compris les sous biloko ya kolia eza pe ya komata. Il déplore également la rareté du carburant depuis cette baisse, affirmant que certaines stations qui desservent se plaignent d'un manque de subventions, ce qui les pousse à vendre à compte-gouttes. So lingo ke na station ba teka te. Faut que station totale au kolongwa te, faut que na station totale ba ngonde ba teka. Ba station no si ya privé oy, ezo teka te. Faut ka bia ekiti. Balinga ezala ka ndenge ezala ki 1 litre 3500. To moni ba station nyoso bakangi pona koteka. Tango tozali kotuna bango pona nini bozali kosala boye bozali konyokola mboka to bozali kosunga biso. Alobi ke non ava carburant qui te senge nanu l'état gouvernement est financé biso et ça le les sombeli bino carburant bazo yebisa biso ndenge wana siko ndenge bazo yebisa biso ke non tokikisa carburant mais l'état a financé mbongo te na compte po tokikisa carburant mais dollars ya komata biloko ezaka ya komata ndenge wana toboyi koteka pona nini toza na eloko tozozuwa te. Le gouvernement a fait un pas positif, mais des efforts supplémentaires sont nécessaires pour que le prix du transport en commun, qui est la finalité, puisse réellement baisser. Dans un contexte international peu favorable, où les prévisions indiquent plutôt une hausse des prix du baril de pétrole, les Congolais lambda n'ont plus qu'à prier pour que le vent souffle en leur faveur. L'intelligence artificielle ou IA, vous en avez certainement déjà entendu et peut-être que vous y recourez. Ces sujets étaient au centre d'un débat organisé ce vendredi au centre Wallonie-Bruxelles par le laboratoire des recherches en sciences de l'information et de la communication. Les thèmes plutôt retenus étaient intelligence artificielle face au journalisme, méfiance ou révérence. Plus de détails avec Rosie Chioyo et Giscard Tamba encore une fois. Le débat du vendredi 11 octobre 2024 au centre Wallonie-Bruxelles a abordé la méfiance et la révérence entre l'intelligence artificielle et le journalisme. Avec l'avènement de l'IA, les paysages journalistiques connaissent des transformations significatives affectant les statuts, les trajectoires, les normes déontologiques et les processus de production qui définissent l'identité du journaliste. Pour éclairer cette problématique, 2 spécialistes chevronnés ont été invités. Bien que l'IA permette une production plus efficace, certains participants comme Serge Djibungoyi, rapporteur adjoint du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, ont soulevé des inconvénients potentiels liés à son utilisation. Aujourd'hui, le journaliste recourt à l'intelligence artificielle dans la production d'articles, dans la production de web vidéos et dans d'autres secteurs comme la transcription, ainsi de suite. Mais dans ces recours-là, l'intelligence artificielle permet une production efficace. Donc le journaliste devient ainsi efficace dans la production et dans la productivité. Mais le recours à l'intelligence artificielle a des inconvénients lorsque ces recours-là n'est pas coloré du bon sens, de l'éthique et du respect des textes légaux et réglementaires qui régissent la profession. La question de la méfiance et de la révérence entre l'IA et le journalisme reste ouverte. Les laboratoires de recherche en sciences de l'information et de la communication sollicitent l'avis de professionnels et des chercheurs pour approfondir ces débats. Aujourd'hui, nous avons fait qu'ouvrir le débat. Le Laxicom va organiser au mois de mai 2025 un colloque sur la même thématique, journalisme et intelligence artificielle entre méfiance et révérence. Donc il ne m'appartient pas à conclure le débat qui ne vient que de s'ouvrir aujourd'hui et nous faisons appel aux professionnels et aux chercheurs qui viennent lors de ce colloque répondre à la question. La démocratisation rapide de l'intelligence artificielle touche tous les secteurs, notamment le journalisme, et pose des défis inédits qui nécessitent une réflexion collective. Je reviens à notre invité pour ensemble revenir sur un sujet récent qui a suscité beaucoup de débats, c'est la francophonie, plus particulièrement l'omission
dans les discours d'Emmanuel Macron du cas de la RDC, pays agressé par le Rwanda. Certains sont allés jusqu'à demander à ce que la RDC puisse se retirer de cette organisation francophone. Quel est votre point de vue à propos? Mais cette omission, c'est de la provocation, parce que la RDC, c'est le plus grand pays de la francophonie, donc qui est appelé à jouer un rôle important. La France nous a donné une première gifle en plaçant la tête de la francophonie. Madame Mushikiwabo. Madame Mushikiwabo, du gouvernement rwandais. Même chose. Ici, entre-temps, notre pays a signé apparemment des accords pour que la France vienne prospecter nos réserves minières. Ce qui est d'abord anormal, mais ça a été fait. Et malgré tout ça, la France cite le pays délibérément. Entre-temps, d'abord, la France a soutenu, même financièrement, par les armes, le Rwanda. Et là encore, devant tout le monde, c'est pas comme c'est passé. Moi, je trouve que, je soutiens en tout cas le chef de l'État pour son geste. À mon avis, le redire le plus loin, quitter la salle aussitôt que Macron avait cessé de finir de parler, quitter avec toute la délégation. Mais ça, c'est déjà passé. Qu'est-ce que la RDC va faire maintenant? Non, mais je pense que c'est bon que nous quittions. Nous ne gagnons rien de la francophonie. Je pense que nous devons quelque part montrer que nous avons aussi une personnalité que nous devons nous faire respecter. Ils ne respectent pas très bien, alors non plus... Mais alors, que répondiez-vous à ceux qui disent qu'il faut rester dans la francophonie, mais commencer par régler des problèmes internes pour faire de la RDC un pays fort qui pèsera très fort sur le plan diplomatique pour imposer sa voix à la francophonie? Non, mais de toute façon, faire le travail interne, nous devons le faire coûte que coûte, mais nous ne gagnons rien, comme dit ce que nous gagnons dans la francophonie, puisque le pays phare de la francophonie, la France, nous tourne le dos, nous ridiculise visiblement. Alors on a le devoir de lui retourner l'appareil en disant que le Rwanda, c'est un pays francophone, n'est-ce pas? Il a quitté, abandonné le français pour l'anglais comme priorité. Et malgré ça, on a nommé. Il s'est fait respecter. Et nous ne nous faisons pas respecter. Nous avons intérêt à quitter la francophonie. Nous perdons quoi? C'est en quittant la francophonie qu'on se fera respecter. C'est important. D'abord, bien sûr que nous avons un travail important à faire en interne, mais c'est un des éléments. Merci, M. Corneille Mulumba. Nous aurons l'occasion de vous recevoir dans d'autres émissions plus élaborées pour discuter longuement de ces sujets et bien d'autres. Merci. Merci. Alors, parlons sport à présent. Nous revenons sur l'affaire qui fait grand bruit, celle de Louise Koupa et du policier Saïdi. Le journaliste de C/7, en plein exercice de son travail, a été violenté et menacé avec un pistolet par Saïdi. Plus de détails dans ses commentaires de Patience Lokeke. Les images largement partagées sur les réseaux sociaux montrent Godot Louise Koupa traîné au sol et chassé du stade par M. Saïdi, agent de sécurité de l'équipe nationale lors de l'entraînement des Léopards. Le journaliste affirme avoir salué et échangé avec l'attaquant Fiston Maélé, ce qui n'a pas plu à M. Saïdi, qui s'en est alors pris à lui. Dans un message vocal diffusé sur les réseaux sociaux, M. Saïdi se défend en affirmant qu'il ne faisait que son travail, précisant que le journaliste n'avait pas respecté la zone réservée aux journalistes. Dans un communiqué, l'Association des journalistes sportifs du Congo dénonce un traitement inhumain et dégradant envers Guédé Louise Koupa, armé d'un pistolet. M. Saïdi a fait preuve d'une violence inexpliquée envers un journaliste qui n'avait que sa plume. Déplore l'AJSC le jeudi justement. Guédé Louise Koupa a déposé une plainte auprès de l'auditorat militaire accompagné d'un collectif d'avocats. La prévention principale est la tentative de meurtre. Selon les informations que nous avons, M. Saïdi a braqué son arme sur le front du journaliste, a déclaré Maître Kevin Ikoka, l'un des avocats. Lors de la conférence de presse d'après-match, Sébastien Desabre a exprimé sa solidarité avec le journaliste. Il est clair, aujourd'hui le football, c'est pas simplement les joueurs, c'est pas simplement les entraîneurs, c'est les supporters, c'est les journalistes, c'est pour ça que nous on est disponible aussi pour pouvoir vous donner
voilà, de la matière à faire votre métier. Et il est évident que nous, on est solidaires par rapport à toute cette confrérie, quoi. Je veux dire, c'est le football, en fait. Donc moi, je ne peux pas me prononcer sur ce qui s'est passé. J'ai vu des images, je sais qu'il y a des sanctions qui sont en cours, et il faut simplement dire aux journalistes de lui souhaiter un bon rétablissement s'il y a eu des soucis, et puis qu'on le soutient à 100%, au même titre que tous les journalistes. Parce que le football, c'est tout ça. C'est les journalistes, c'est les médias, c'est les supporters, c'est les joueurs, c'est les coachs. Le staff dirigeant du comité de normalisation de la FECOFA a également échangé avec une délégation des journalistes. Dans un communiqué publié après cette rencontre, la FECOFA condamne cet acte et présente ses excuses à la corporation des journalistes sportifs, promettant de prendre des mesures disciplinaires conservatoires. À présent, nous allons jeter un œil en dehors des frontières de la RDC. Place à la page internationale. À l'international, la Zambie se distingue comme le deuxième producteur africain de cuivre, avec une participation d'environ 28% pour l'État dans le mine. L'État zambien prévoit une production annuelle de 3 millions de tonnes d'ici 2031 contre 700 000 tonnes en 2023 et cherche aussi à augmenter son implication dans le secteur minier. Suivez. En Zambie, le gouvernement souhaite former des co-entreprises avec le secteur privé pour développer de nouveaux permis d'exploration. La participation de l'État dans ces projets pourrait atteindre 45%. Les 10 permis seront constitués des zones d'intérêt identifiées à l'issue d'une campagne de cartographie lancée cette année. Le gouvernement a à cet effet signé un contrat avec la société sud-africaine Excalibur pour un levé géophysique aérien dans tout le pays en vue de mieux connaître son potentiel minier. Selon le ministre des Mines, les licences proposées par le gouvernement aux investisseurs doivent être considérées comme un apport en capital au sein des éventuelles co-entreprises. Il faut souligner que ce nouveau développement fait partie de la stratégie de la Zambie d'obtenir une plus grande part des recettes minières. Les autorités ont aussi annoncé cette année la création d'une société chargée de contrôler au moins 30% d'intérêts dans les nouvelles mines de minéraux critiques, y compris le cuivre. La participation maximale actuelle du gouvernement dans les mines de cuivre est de 20%. Pour rappel, la Zambie est le deuxième producteur africain de cuivre avec environ 700 000 tonnes en 2023. L'objectif du gouvernement est d'atteindre une production annuelle de 3 millions de tonnes d'ici 2031. Cependant, la volonté d'obtenir une plus grande part dans les mines peut entraîner des tensions avec les compagnies minières qui sont les principaux producteurs de cuivre. Vous avez reconnu là sans doute la voix de Damani Mujinga sur les images d'Africa 24. Au Sénégal, le chantier de construction du port en eau profonde de Ndayane n'avait jusqu'ici vu que la réalisation des travaux préliminaires. Les ouvrages principaux viennent d'être lancés, budgétisés à près de 1,2 milliard de dollars. Le chantier sera développé en 2 phases et s'achèvera en 2026 selon les autorités sénégalaises. Encore une fois, retrouvons Damani Mujinga pour le commentaire. DP World et l'autorité du port de Dakar ont officiellement lancé la construction proprement dite des infrastructures du nouveau complexe portuaire de Ndayane. Depuis la pose de la première pierre en 2022, seuls quelques travaux préliminaires avaient été effectués, notamment la construction d'infrastructures maritimes communes et du terminal à conteneurs. Le chantier, budgétisé à près de 1,2 milliard de dollars, sera développé en 2 phases et s'achèvera en 2026. D'après l'agenda dévoilé par les autorités sénégalaises. Il prévoit aussi une zone économique proche de l'aéroport international Blaise Diagne. Le port en eau profonde de Ndayane est prévu pour répondre à la croissance soutenue du trafic sur la plateforme dakaroise. Un port fluvial inapte à recevoir des gros navires et ne disposant plus d'une marge foncière suffisante pour une extension. De 5 millions de tonnes en 1994, le trafic global annuel est passé
passé à 19 225 000 tonnes en 2018, puis à 22,4 millions de tonnes en 2022, selon les chiffres disponibles. Pour le fret containerisé, les volumes sont passés de 265 000 EVP en 2008 à 738 000 EVP en 2022. Les limites de capacité couplées à sa fonction de port de transit pour certains pays voisins dont le Mali ont augmenté la congestion de la plateforme qui a ainsi vu ses performances baisser. Il s'est logé à la 381e place sur 405 dans le dernier classement établi par la Banque mondiale. Il faut noter que le projet de port de Ndayane est une composante essentielle de l'ossature du nouvel écosystème portuaire que voudrait mettre en place le gouvernement sénégalais. Un plan global qui prend en compte l'amélioration des infrastructures existantes et la construction des nouvelles installations dans les ports commerciaux, de pêche et des plaisances, notamment pour la réparation navale et la connexion des plateformes portuaires au réseau ferroviaire. Nous allons compléter ces tours d'horizon de l'actualité avec la revue de presse. Suivez. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. C'est vendredi, le quotidien quinois aborde des sujets majeurs, entre autres l'agression rwandaise en RDC. Ouvrons le bal avec Info 27 qui relaie la frustration de la RDC face à la passivité de la Cour pénale internationale concernant les atrocités rwandaises dans l'est du pays. Malgré des preuves accablantes et 2 renvois officiels du gouvernement, les réponses de la CPI tardent, alimentant des doutes sur son impartialité. Le premier renvoi effectué en 2004 avait abouti à l'ouverture d'enquête. Cependant, le second renvoi, datant du 23 mai 2023 et couvrant les crimes commis depuis janvier 2022 dans la province du Nord Kivu, attend toujours des actions concrètes. Dans les cadres du front judiciaire mis en place pour stopper toute aventure envisagée derrière l'agression rwandaise, une délégation gouvernementale de la RDC renchérit la prospérité séjourne du côté de la Haye, aux Pays-Bas, pour faire entendre la voix de la RDC. Sur place, le vice-ministre congolais de la Justice, membre de cette délégation, a rencontré les procureurs adjoints de la Cour pénale internationale. C'était l'occasion pour lui de lancer un plaidoyer en faveur de la paix en RDC en démontrant surtout les énormes dégâts injustement occasionnés par la guerre d'agression imposée par le Rwanda et ses alliés dans l'est du pays. Pendant ces temps, à Paris, le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, a expliqué la colère du chef de l'État congolais lors du 19e sommet de la francophonie, rapporte Africa News. Il a réfuté les accusations selon lesquelles la RDC aurait refusé de signer un accord lors du processus de Luanda tout en condamnant la politique manipulatrice de Kigali. Mouyaya a également tensé Paul Kagame, avertissant que les victimes du génocide de 1994 ne doivent pas devenir le bourreau du peuple RD congolais. Changeons de registre avec Forum des As pour parler santé, plus précisément du vaccin contre l'Mpox. Lors d'une table ronde organisée par l'ambassade des États-Unis, des experts de la santé ont rassuré sur l'efficacité du vaccin. Ils ont encouragé la population à ne pas céder aux rumeurs négatives entourant le vaccin et à se faire vacciner pour prévenir la propagation de la maladie. Congo Nouveau s'intéresse pour sa part à la crise de Transco. L'intersyndicale de cette société a déclaré un conflit social contre l'État congolais, évoquant des conditions de travail alarmantes. Les syndicats dénoncent la mauvaise foi de l'État face à leurs revendications et annoncent surtout des actions à venir pour défendre les intérêts des agents de l'établissement public de transport. Pour clore cette revue, parlons conservation de la nature avec Géopolis Hebdo. Kibali Goldmine rapporte ses tri hebdomadaires, a annoncé la finalisation de son plan de translocation des rhinocéros blancs pour le premier trimestre 2025. En collaboration avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature, l'entreprise s'engage à préserver la biodiversité tout en développant des initiatives pour diversifier l'économie locale. Voilà pour cette revue de presse. Nous vous souhaitons un excellent début de week-end. Au revoir.
Mesdames, Messieurs, c'est déjà la fin de ce journal, mais bien avant de nous séparer, place au rappel des titres. L'UDPS mobilise sous la direction d'Augustin Kabouya pour une réforme constitutionnelle. Patrick Mouyaya affirme que cette question n'est pas à l'ordre du jour du côté du gouvernement. C'est vendredi, d'anciens agents de la Commission nationale électorale indépendante ont organisé un sit-in devant le siège de l'institution pour réclamer le paiement de 22 mois d'arrêt des salaires et d'indemnités de sortie. En international, au Sénégal, les chantiers du port en eau profonde de Ndayane, qui n'avaient jusqu'ici réalisé que des travaux préliminaires, a enfin vu le lancement des ouvrages principaux. Des projets étant budgétisés à près de 1,2 milliard de dollars américains est prévu pour s'achever en 2026 en 2 phases. Mesdames, Messieurs, c'est complètement la fin de cette édition du Grand Journal sur Géopolis. C'est un réel plaisir pour moi de vous la présenter. Prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. Au revoir.